Mardi 12 décembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Parmi les causes du changement climatique figure la pollution. Des initiatives sont mises en place au Togo pour lutter contre ce phénomène. Dans ce journal, vous verrez des approches de solutions pour éradiquer le problème. Dans un rapport de la FAO, les activités humaines sont source principale du changement climatique. L'élevage serait responsable de 12% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis la grande messe sur le climat ferme ses portes bientôt à Dubaï. L'Azerbaïdjan serait le pays hôte qui accueillera la prochaine COP29 selon les organisateurs. La pollution plastique et de déchets peuvent avoir de nombreuses conséquences tant sur la santé humaine que sur l'environnement. Au Togo, plusieurs initiatives sont mises en place pour lutter contre la pollution des déchets. Ces dernières n'arrivent pas à résoudre efficacement le problème. Dans le commentaire à venir, plusieurs alternatives sont proposées pour lutter contre la pollution au Togo. Regardez. Il est définitivement possible de travailler vers une réduction des déchets au Togo et voici quelques mesures à prendre pour y parvenir. L'organisation des campagnes de sensibilisation pour informer les citoyens sur les enjeux liés aux déchets et l'importance de réduire, réutiliser et recycler. Mettre en place un système de collecte sélective des déchets recyclables tels que le plastique, le verre, le papier et le métal. Encourager la population à trier leurs déchets à la source. Promouvoir le compostage domestique et communautaire pour réduire la quantité de déchets organiques qui finissent dans les décharges. Le compost peut être utilisé comme engrais naturel pour les jardins. Encourager les entreprises à utiliser les emballages durables et réutilisables. Sensibiliser les consommateurs à choisir des produits avec moins d'emballage plastique. Intégrer l'éducation à la gestion des déchets dans les programmes scolaires pour sensibiliser les enfants à l'importance de préserver l'environnement. Investir dans les infrastructures et traitements des déchets tels que les centres de recyclage et des installations de compostage. Collaborer avec des organisations locales, des ONG et d'autres acteurs pour mettre en œuvre des projets de réduction des déchets et pour partager les meilleures pratiques. Pour finir, mettre en place des réglementations et des politiques pour encourager la réduction des déchets, notamment des mesures de taxation sur les produits à usage unique. Le projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque de Sokodé dans la préfecture de Tchaoudjo se précise et sera lancé bientôt. Une nouvelle étape a été franchie lundi dernier à Dubaï en marge des négociations de la COP28 avec la conclusion d'un nouvel accord en présence du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Commentaire signé Rafietou Mbeleko. Le Togo s'est lancé ces dernières années dans une politique de promotion des énergies renouvelables. Cela se traduit par la construction des centrales solaires dans les régions du pays. Après la construction notamment de la centrale photovoltaïque de Blita, qui est d'ailleurs la plus grande de la sous-région ouest africaine, l'initiative présidentielle CISO d'électrification rurale à partir du kit solaire individuel et les projets d'installation des mini-centrales solaires dans les régions économiques du pays, c'est le tour de la région centrale. Le projet gouvernemental de construction d'une centrale photovoltaïque à Sokodé sera mis en œuvre par le groupe français Meridiam. La société a signé le 4 décembre dernier à Dubaï avec la République du Togo et l'EDF une convention de concession d'une durée de 25 ans pour la conception, la construction, le financement et l'exploitation de la centrale. Cette entreprise française qui développe et exploite déjà plus de 500 MW des projets solaires, hydrauliques, éoliens, biomasse et géothermiques en Afrique va ainsi mettre en route ce projet de l'exécutif togolais qui permettra d'alimenter en énergie propre et renouvelable plus de 700 000 personnes de Sokodé et des villes rurales environnantes grâce à une puissance de 64 MW crête. Selon un communiqué de Meridiam, les travaux de construction de cette centrale vont démarrer mi-2024 et vont créer plus de 200 emplois locaux.
La construction de l'infrastructure, précisément à Salimde, préfecture de Tchaoudjo à Sokodé, permettra au gouvernement de poursuivre sa stratégie de diversification et l'augmentation de la production d'énergie dans le pays. La future centrale va s'ajouter à celle de Blita qui va connaître une extension de 50 MW crête à 100 MW crête. D'autres initiatives sont en cours de réalisation, notamment la construction d'une centrale solaire de 50 MW raccordée au réseau public, d'une centrale solaire photovoltaïque de 30 MW à Dapanho et des centrales solaires photovoltaïques à Kara. Je vous amène à présent à la découverte du riz de Kovié, un riz local 100% made in Togo cultivé dans la commune Zio2. Mis à part ces différentes variétés, il présente d'autres particularités qui sont son parfum et son goût tant appréciés par ses consommateurs. Pour plus en savoir sur le riz de Kovié, suivons ensemble ce dossier. Nous sommes dans la commune Zio2 et c'est dans cette localité que le riz local communément appelé Kovié Molou est cultivé. Il a plusieurs variétés et sa semence nécessite des techniques. Le riz de Kovié nécessite beaucoup de travail. Il est cultivé en 2 temps. D'abord, on laboure la terre et après, c'est la pépinière. Deuxième étape, 2 semaines après, on fait un deuxième labour et on ajoute un peu d'engrais pour fortifier le sol et c'est parti. Chaque année, on met un engrais. Après la récolte, il faut enlever les résidus pour avoir le produit final. Nous avons des machines, mais on préfère notre méthode archaïque et c'est plus rapide et on est habitué. Le riz de Kovié a plusieurs variétés. Nous avons le 841 appelé Abitor et le 1000 appelé Chapeau, mais tous sont meilleurs et il n'y a pas trop de différence. Envoûtant par son parfum, la population l'apprécie. Son goût particulier et sa texture après cuisson fait de lui le meilleur auprès de ses consommateurs. J'aime le riz de Kovié à cause de son parfum. En plus, il est très collant et tu as l'impression de manger la pâte. Les autres riz ne sont pas comme lui. Il est particulier. Je suis togolais résident à Accra, mais j'adore ce riz, le pourquoi je me déplace tout le temps pour m'en procurer. C'est un riz local et quand je prépare ça au Ghana, ils apprécient. Après l'église, Madame Adjo a opté pour la cuisson du riz de Kovié pour elle et sa famille. Pour Madame Adjo, prendre soin de sa famille et lui permettre une alimentation saine l'oblige à faire le bon choix. Ma famille et moi préférions le riz de Kovié car c'est bon et c'est cultivé chez nous. Pour le préparer, il suffit de mettre un peu d'eau, du sel et pour faire ressortir son parfum, on ajoute un peu d'huile et de l'oignon. La consommation du riz en général offre plusieurs vitamines à la santé humaine. Le riz local a sa particularité et d'autres nutriments qui sont favorables à l'organisme. Nous devons d'abord noter que ce céréale que nous appelons le riz est le plus consommé aujourd'hui au monde, dirais-je, après même le maïs. Donc le riz contient beaucoup de nutriments et les nutriments que le riz contient, nous notons des oligo-éléments, nous notons des vitamines, nous notons des protéines, des glucides. Alors lorsque nous parlerons d'oligo-éléments, le riz est aujourd'hui, je dirais, une source de beaucoup d'oligo-éléments. Notamment dans le riz, nous pouvons trouver du zinc. Ce zinc même qui est un oligo-élément qui initie la synthèse des enzymes, que ce soit aux côtés de la vision, le zinc intervient, aux côtés du fonctionnement sexuel, le zinc intervient et beaucoup d'autres lieux. Nous pourrons aussi voir dans le riz le fer qui intervient dans la synthèse des hémoglobines. Nous avons dans le riz le phosphore qui est le deuxième oligo-élément le plus abondant dans l'organisme après le calcium et qui intervient dans la formation des os. Et si je vais même parler, je laisse le magnésium, le manganèse qu'on peut voir dans le riz, je parlerai aussi des vitamines, principalement la vitamine B. On peut voir la vitamine B1, la vitamine B3, B5 et B6 qui interviennent dans la croissance et sont présents dans le riz. Et nous avons beaucoup de matières antioxydantes
qui inhibe les cellules cancéreuses qu'on peut voir dans le riz. Nous produisons du riz au Togo. Nous notons d'abord qu'il y a plusieurs riz qui sont produits au Togo. Il y a le riz de Kovie, le riz de Dapan, le riz d'Anié, le riz de Péléakata. Donc, il y a plusieurs riz, mais le riz de Kovie aujourd'hui sur le marché togolais a une grande notoriété. Déjà, le littoral, le territoire, un territoire propice pour la culture du riz. Et je peux aussi noter au niveau du riz de Kovie que la chaîne de production est gérée, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la mise sur le marché. Tout cela est géré par des gens qui sont du pays, des gens qui sont autochtones, et cela rassure la qualité. Le riz, là, a une concentration d'éléments nutritifs. Lorsque vous le préparez, mais que le parfum est gardé, cela montre déjà qu'il y a une concentration d'éléments nutritifs. Maintenant, ce qui est encore mieux, c'est qu'après même la production, les agriculteurs prennent le temps de faire quoi? D'étuver le riz. Étuver le riz maintenant va consister à faire quoi? À aider les éléments nutritifs à aller plus se concentrer à l'intérieur du riz. Ce qui fait que même après la cuisson, les éléments nutritifs sont toujours là. Au contraire de la plupart des riz, tout ce que je venais de citer peuvent être perdus après la cuisson. Mais le riz de Kovie est constant. Ce qui fait qu'après la cuisson, nous avons toujours les éléments nutritifs qui sont présents. Ce riz aussi, c'est un riz qui est bien collant. Et lorsque c'est bien collant, nous savons que le riz peut se préparer de différentes façons. Il y a différents plats de riz. Et lorsque c'est bien collant, ça répond à tous ces plats-là. Donc, ce que je vais dire en conclusion est que le riz de Kovie doit être un riz qui doit être mis devant, plus conseillé, de par sa constante, le fait de garder plus les éléments nutritifs même après la cuisson. Outre sa particularité, la culture du riz de Kovie dégrade moins l'environnement, surtout s'il est cultivé de manière bio. Étant un produit local, sa promotion cadre avec la feuille de route du gouvernement, promouvoir le consommer local. Tous devraient y adhérer pour ensemble sauver notre vie et notre environnement. Actualité hors de nos frontières à présent, la proportion de l'élevage dans les émissions de gaz à effet de serre est connue. Selon le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, l'élevage serait responsable de 12% des émissions de gaz à effet de serre causées par les humains responsables du changement climatique. L'organisation prévient que si rien n'est fait, son impact sur le climat s'aggravera puisque la demande mondiale en viande va augmenter. Retrouvons Rafietou Berikou. Alors que les grands de ce monde discutent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO souligne l'impact de l'élevage sur le climat. D'après l'agence de l'ONU, l'élevage serait responsable de 12% des émissions humaines de gaz à effet de serre. Pour en arriver à ce chiffre, la FAO a pris une année de référence, l'année 2015. Elle a ensuite remonté toute la chaîne de l'élevage en partant de la production des engrais nécessaires à l'alimentation des animaux jusqu'au transport de la viande, du lait ou des œufs que l'on achète dans les magasins. Et on arrive à ce chiffre de 12%. C'est donc le poids de l'élevage sur l'ensemble des émissions humaines de gaz à effet de serre. Dans le détail, les bovins représentent la principale source d'émissions, moins 60%. Suivent ensuite les porcs, moins 14%, et dans une moindre mesure, les poulets, moins 9%, les buffles, moins 8%, les moutons et les chèvres, 7%. Pour ce qui est des denrées produites par l'élevage, la viande est la principale source d'émissions, beaucoup plus par exemple que le lait, moins 30%, ou que les œufs, moins 3%. La FAO prévient que si rien n'est fait, l'impact de l'élevage sur le climat va encore s'aggraver. C'est pourquoi l'organisation propose des solutions. La première piste est de réduire la consommation de viande dans les pays riches. Pour répondre à cet appétit, tout en évitant d'augmenter le nombre de bêtes et donc les gaz à effet de serre, plusieurs recommandations sont avancées. La plus efficace selon la FAO est d'augmenter la productivité sur l'ensemble de la chaîne en utilisant par exemple diverses techniques pour gonfler le volume de lait produit par vache.
Viennent ensuite l'évolution de l'alimentation des animaux pour l'amélioration de leur santé qui permet non seulement d'augmenter leur productivité mais aussi de réduire le taux de mortalité. Toutefois, dans les pays à revenus moyens, la baisse des émissions liées à la viande serait en grande partie contrebalancée par l'augmentation des émissions liées aux fruits, légumes et fruits à coque poussant en partie en serre. Et dans les pays aux revenus faibles, il est souvent recommandé d'augmenter sa consommation de protéines aussi bien végétales qu'animales. La chef de l'aide américaine Samantha Power, présente à la COP28, a promis mercredi dernier de soutenir une vingtaine de villes en développement face au changement climatique. Elle a annoncé que plus de 2 milliards de dollars seront également destinés au financement en matière d'adaptation de la part du secteur privé. Irène Papadina. Samantha Power, administratrice de l'Agence américaine pour le développement et l'aide humanitaire USAID, se trouve à Dubaï pour la COP28 où les pays mènent des débats pour déterminer s'il faut promettre une élimination progressive des combustibles fossiles, jugés responsables de l'accentuation du changement climatique. L'USAID a promis 53 millions de dollars pour aider 23 villes des pays en développement à se tourner vers des activités à faible émission de carbone et résilientes au changement climatique, comme l'emploi des véhicules électriques. Dans le monde, les aires urbains sont responsables de 3/4 des émissions totales de carbone. L'agence a également annoncé la mobilisation de 2,3 milliards de dollars supplémentaires d'investissement du secteur privé dans le cadre d'une initiative du président Joe Biden en faveur de projets de systèmes d'alerte précoce, d'infrastructures alimentaires résilientes ou encore de nouveaux produits financiers. Selon un communiqué de l'USAID, 21 entreprises se sont récemment engagées à financer ce plan, parmi lesquelles figurent IBM et Visa. Madame Power concentre ses efforts sur l'aide aux pays en développement face à la sécheresse catastrophique, aux températures extrêmes et à des inondations qui ont bouleversé la vie des populations. Selon elle, nous devons faire davantage d'efforts pour lutter contre la crise climatique. Alors que la COP28 ferme bientôt ses portes à Dubaï, le potentiel organisateur de la 29e édition du sommet de l'ONU sur le climat se profile à l'horizon. Il s'agit de l'Azerbaïdjan. Selon tout accord, le pays du Caucase en Europe de l'Est serait le pays hôte de la prochaine grande messe sur le climat qui se tiendra en 2024. Viva Samana nous en parle. L'Azerbaïdjan serait, d'après certains accords, le potentiel organisateur de la prochaine conférence des parties sur le climat COP29 en 2024. Le ministre azerbaïdjanais de l'écologie Mokhtar Babayev, lors d'un discours à la COP28 à Dubaï aux Émirats arabes unis, a déclaré être heureux d'annoncer qu'il existe un consensus général autour de la candidature de son pays à l'accueil de la COP29. Il poursuit en témoignant sa reconnaissance du soutien de tous les pays, en particulier ceux du groupe de l'Europe de l'Est et du pays hôte de l'actuelle COP que sont les Émirats arabes unis. Il s'engage à travailler de manière inclusive et collaborative avec tout le monde afin que la COP29 soit un succès. L'émissaire russe sur le climat Ruslan Edelgiriev a salué le compromis dans le groupe Est européen à l'égard de la COP29 qui a abouti à la désignation de l'Azerbaïdjan. Bloquée depuis des mois, la désignation du groupe devant présider la COP29 était en voie de résolution depuis l'annonce jeudi dernier du soutien de l'Arménie à la candidature de l'Azerbaïdjan. Cette annonce représente une victoire pour ce pays du Caucase situé en Europe de l'Est. Notons que les COP sur le climat sont organisées chaque année dans un bloc de pays différents. Pour cette année, l'Asie a désigné les Émirats arabes unis et l'année prochaine sera le tour de l'Europe de l'Est. L'Azerbaïdjan a développé à partir des années 1990 de gros gisements pétroliers et gaziers en mer Caspienne. Aujourd'hui, le gaz est devenu plus important que le pétrole pour l'Azerbaïdjan qui est membre de l'OPEP+, et dont les ressources sont principalement exportées vers l'Europe. Le pays reste aujourd'hui très dépendant des hydrocarbures qui représentent un peu plus de 50% des recettes budgétaires et un peu plus de 90% de ses recettes d'exportation. Sa désignation ferait la deuxième grande messe de suite présidée par un pays fortement dépendant des hydrocarbures. La désignation de l'Azerbaïdjan doit encore être ratifiée par l'ensemble des pays à la COP28 qui se termine ce mardi.
De la transition énergétique à la transition écologique, l'éolien offshore a le vent en poupe. La France prévoit à cet effet d'exploiter 50 parcs en mer d'ici 2050, une initiative qui n'est pas appréciée par tous. La solution est donc de déplacer les parcs éoliens plus au large, une pratique écossaise. Plus d'explications avec Léonce Sagou. L'éolien offshore est très prisé en ce moment puisqu'il représente une bonne nouvelle pour la transition écologique. La France prévoit à cet effet, à l'horizon 2050, d'exploiter 50 parcs en mer. Mais les vacanciers et les riverains ne sont pas de cet avis car ils estiment que ces éoliennes défigureraient les côtes et l'horizon en plus d'être dangereux pour les oiseaux. Étant présentées comme une solution à la crise énergétique et climatique, les éoliennes en mer ne font donc pas l'unanimité. La solution serait donc de les déplacer plus au large, comme le fait l'Écosse, pays champion européen des énergies renouvelables. Ils testent une nouvelle technologie qui ne nécessite ni forage ni piliers. Même si la profondeur maximale d'une éolienne est de 60 mètres, leurs structures peuvent être installées à une distance des côtes et à n'importe quelle profondeur, là où les conditions de vent sont idéales, où le vent est le plus puissant et le plus régulier, explique William Mon, directeur du parc éolien Hywind Scotland. Ce premier parc éolien flottant au monde fonctionne depuis déjà 5 ans et est à 25 km des côtes. Il est exploité par la compagnie norvégienne Equinor et est le plus performant en Europe. Ce parc a une pleine puissance de 54% contre 38% en moyenne pour les autres. De quoi intéresser la France qui pourra rattraper son retard grâce à des turbines plus puissantes. Marine Simoin, chargée de développement à Equinor France, explique que la façade atlantique et méditerranée présente un potentiel très important pour l'éolien flottant. Rappelons que Equinor est candidat pour le projet AO5, un parc de 15 éoliennes au sud de la Bretagne à plus de 20 km des côtes entre Belle-Île-en-Mer et Grosse. L'Italie met le pied sur l'accélérateur dans la transition énergétique de la planète. Un investissement colossal de 27,4 milliards d'euros sera mobilisé pour l'atteinte de cet objectif à l'horizon 2030. Principalement tourné vers les éoliennes, l'Italie veut contribuer significativement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Retrouvons Viva Saman. L'Italie veut accélérer sur la transition énergétique. Dans cette optique, le gouvernement italien a adopté il y a quelques jours un décret visant à stimuler les énergies renouvelables, à améliorer la sécurité énergétique du pays et à soutenir les entreprises à forte intensité énergétique. Ces investissements, notamment dans l'éolien, vont accélérer le développement des énergies renouvelables pour servir les objectifs de 2030. Le ministre italien de la transition écologique Gilberto Pichetto déclare vouloir libérer un grand potentiel de l'Italie pour en faire une référence en matière d'énergie renouvelable. Ces mesures incluent la réduction des formalités administratives pour les projets d'énergie verte et l'affectation des zones appartenant à l'État à la production des parcs éoliens. Cette décision est intervenue quelques jours seulement avant la COP28 des Nations Unies à Dubaï, dont les objectifs portent sur le maintien du réchauffement climatique à une moyenne de 1,5 degré Celsius au-dessus des températures pré-industrielles, sur la baisse de 43% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 2019. En matière d'éolien offshore, les zones maritimes appartenant à l'État dans 2 ports du sud de l'Italie seraient sélectionnées pour la production, l'assemblage et le lancement des plateformes flottantes, précise le ministère italien de la transition écologique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Green TV International. Au revoir.